Bonjour, je vais donc maintenant vous faire un petit rappel du chapitre qu'on avait vu sur les ondes sonores la semaine passée, histoire de pouvoir ensuite continuer la théorie avec des choses nouvelles. Donc, le chapitre sur les ondes sonores, ça se situe à la page 15 et aussi à la page 16. Donc, il s'agit de ces deux pages du cours que vous avez donc à disposition. Alors, les ondes sonores, de quoi s'agit-il? Déjà, les ondes sonores sont des ondes qu'on dit des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques, qu'est-ce que c'est? On avait déjà vu la définition d'une onde mécanique. Ce sont des ondes qui ont besoin d'un milieu pour se propager. Donc, ce milieu peut être un gaz, par exemple l'air, quand on parle, les ondes sonores se propagent dans l'air, mais ça peut être aussi un liquide comme l'eau. Il y a des animaux qui communiquent dans l'eau via des ondes sonores, et ça peut même être un solide en réalité. Donc, elles ont besoin d'un milieu, elles ont besoin de matière, et donc, s'il n'y a pas de matière, s'il y a du vide, elles ne peuvent pas se propager. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde sonore? Eh bien, une onde sonore, que ce soit dans un fluide, c'est-à-dire un liquide ou un gaz, eh bien, il y a ce qu'on appelle des éléments de fluide qui vont donc subir en réalité des variations de pression au passage de l'onde. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça tout de suite, mais c'est la raison pour laquelle, vu qu'il y a des variations de pression, c'est la raison pour laquelle on appelle les ondes sonores aussi des ondes de pression. Alors, je vais effacer ça, voilà. Lorsqu'une onde sonore se propage dans l'air, vous avez des couches d'air qui sont les unes à côté des autres, un peu comme des dominos. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une couche d'air qui va pousser sa voisine, qui va ensuite pousser sa voisine, qui va pousser sa voisine, etc., etc. Et donc, en poussant la voisine, ça va comprimer la couche d'air voisine. Donc, cette couche d'air va se comprimer. Une fois que cette couche d'air a elle-même poussé sa voisine, elle va se détendre un petit peu, et donc elle va se dilater. Et on aura donc un moment où il y aura une grosse pression, puis ensuite, enfin une grosse pression, une plus grande pression, puis ensuite un moment où il y aura une plus petite pression, etc. etc. Et donc l'onde après, donc ça c'est la perturbation, simplement une onde qui se propage par exemple dans l'air. Donc ces couches d'air, ces compressions, ces dilatations, elles vont se déplacer, se propager dans l'air par exemple, dans le sens de la propagation de l'onde. Alors, on nomme les zones qui ont une pression un peu plus légère, un peu plus élevée que quand il n'y avait pas d'onde, on nomme ces zones des zones de compression. Puis au contraire, lorsqu'on a une zone qui est dilatée, elle a donc une pression légèrement plus faible que sans l'onde, on appelle ça une zone de raréfaction. Je vous avais montré ce schéma que je vous remonte évidemment aujourd'hui, tout de suite, là, qui représente ici un émetteur, un haut-parleur par exemple, qui va émettre un son qui va se propager dans tout l'espace, mais en particulier pour quelqu'un, un auditeur qui aurait son oreille ici, un récepteur on va dire, eh bien, les couches d'air, comment se comportent-elles entre l'émetteur donc, et le récepteur? Eh bien, tout d'abord, le son il va se propager dans ce sens-là. La propagation du son, elle se fait de l'émetteur en direction du récepteur, première chose. Alors donc, les couches d'air qui sont proches de la membrane de l'émetteur vont vont être poussées par la membrane. Donc en fait, la membrane va pousser sur les couches d'air. Cette couche d'air va pousser encore une autre, etc., etc., etc. Et donc, on va voir l'onde qui va se déplacer de l'émetteur en direction du récepteur. Et donc, on aura des zones où la pression elle est plus élevée que normalement. Donc, ces zones-là, c'est par exemple celle-ci, c'est ce qu'on appelle des zones de compression. C'est les zones qui sont foncées ici sur le schéma. Et puis donc, juste après qu'une zone ait été comprimée, en fait, vu qu'elle a elle-même comprimé la zone suivante, elle va se redétendre et donc elle va devenir une zone plus relaxe, on va dire, que j'ai dessinée en bleu ici. Et donc cette zone plus relaxe, c'est les zones qu'on dit de raréfaction. Donc vous avez ici une succession de zones à haute pression, à basse pression, etc. Zone de compression ici, zone de raréfaction ici. Alors maintenant, si on représente tout ça sur un graphique, si on représente la pression en fonction de la position, eh bien, on voit qu'à cet endroit ici,
on a donc une zone de haute pression, donc la pression ici est élevée. Et puis ici, la pression, elle est le plus bas possible. Donc, on a une basse pression. Puis ensuite, ici, on a une haute pression de nouveau et une basse pression, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut modéliser, représenter l'onde comme une fonction sinusoïdale, comme on l'a déjà faite. Alors, entre deux maximums de pression, par exemple, donc entre deux zones de compression, eh bien, on aura cette distance-là, ici, hop, je pourrais faire en rouge, hein, tout simplement, cette distance-là, voilà, hop. Eh bien, cette distance, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à quelque chose que vous connaissez bien, qui est donc justement la longueur d'onde lambda. Alors, ensuite de ça, je passe au transparent suivant. Au passage d'une onde sonore, donc, chaque couche d'air est déplacée dans la direction, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, mais dans la direction de propagation de l'onde. Donc, il y a une espèce d'oscillation de la couche d'air autour de sa position d'équilibre. Et donc, cette couche d'air, en oscillant, elle va effectuer un mouvement sinusoïdal. Étant donné qu'elle pousse la couche d'air suivante et que donc les zones de compression et de raréfaction vont se balader dans l'espace, mais dans le sens de propagation du son, comme on peut le voir ici, hein, se déplacer dans ce sens-là, dans le sens de propagation de l'onde, et bien du coup, on dit que ces ondes sont des ondes longitudinales et non pas transversales, comme c'était le cas, par exemple, dans une vibration dans une corde. Ici, sur ce schéma, on représente à gauche un diapason. Donc, un diapason, c'est un petit appareil, on va dire, hein, qui vibre à une fréquence bien précise et qu'on utilise en musique. C'est la fréquence d'un La, en fait. Hein, c'est pour ça qu'on donne le La. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce diapason va vibrer. Il va donc exercer une pression assez élevée sur les couches d'air qui sont juste à côté de lui. Et cette pression, elle va donc se déplacer dans ce sens-là. Donc, on a ici, à un certain instant, la situation. Là, on a un instant plus tard. Donc, on voit que la zone ici de compression, elle s'est déplacée ici. Et puis là, elle se déplace encore là. Et puis encore là, etc., etc. Donc, la zone de compression, elle se déplace le long, longitudinalement ici, de gauche à droite. Et en fait, un peu plus tard, évidemment, comme le diapason il vibre, après il se remet dans sa position, puis il revibre, eh bien, il recrée une onde ici, une perturbation. Et cette perturbation elle-même se déplace. Je devrais mettre une couleur différente. Je vais mettre ça en vert. Hein. La nouvelle vibration ici va se déplacer. Elle est ici, ensuite, puis là, etc. Puis là, puis là. Tandis que celle que j'avais dessinée avant, elle se balade comme ça, et donc elle est là, elle est là, et elle est là. Évidemment, à la prochaine vibration, on va avoir exactement le même phénomène que je vais représenter en bleu. Donc, de nouveau, à la prochaine vibration du diapason, il y a les couches d'air qui sont compressées tout près du diapason. Ce déplacement de compression s'effectue comme ceci. Et donc, on voit le mouvement en fait, des couches d'air. Alors évidemment, ce n'est pas le mouvement des couches d'air, en fait, c'est le mouvement de la pression, des variations de pression de couches d'air en couches d'air. Et donc, par exemple, ici, on peut voir la longueur d'onde entre deux maximums de pression, ici, comme c'est représenté. Si je passe au transparent suivant, je dois faire une petite remarque par rapport aux grandeurs, finalement. On parle de variation de pression, mais finalement, de combien ça varie. Alors, lorsque vous avez un son qualifions-le de forte intensité, donc ça veut dire un son qui est proche du seuil de la douleur, ça peut faire très mal, par exemple, je sais pas, un pétard qui explose tout près de l'oreille, eh bien, l'amplitude du mouvement des couches d'air est de l'ordre de 10 micromètres. Donc, c'est clair que ce n'est pas énorme, 10 micromètres, ce n'est pas beaucoup, il ne faut pas imaginer que de grandes vibrations, 10 micromètres, ça représente un 10 millièmes de millimètre en réalité. Donc, c'est très petit, c'est de l'ordre de la taille d'un cheveu ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins quand même. Alors, dans le cas d'un son de forte intensité, eh bien, les variations de pression sont de l'ordre de 60 pascal.
pour des sons de forte intensité. Donc, si le son il est de plus faible intensité, évidemment, la valeur elle est encore plus petite. Hein. On a des différences de pression très faibles. Et nous, on est habitué à subir une pression qui est la pression atmosphérique, de l'ordre de 100 000 pascal. Vous voyez que le rapport entre les deux, hein, il est très petit. Hein, 60 pascal, c'est très petit par rapport aux 100 000 pascal auxquels on est habitué. Donc, la conclusion, c'est que l'oreille humaine, elle est très sensible aux variations de pression. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les tympans, c'est un organe fragile, finalement, parce que justement, il y a cette finesse de la couche des tympans, de la membrane, justement pour offrir cette sensibilité aux ondes sonores. Je termine ce petit rappel avec quelque chose sur la vitesse de propagation d'une onde sonore. Alors, la vitesse de propagation d'une onde sonore, contrairement à ce qui se passe dans une corde, où on avait vu que la vitesse de propagation dépend de la nature de la corde, via la masse linéique et dépend aussi de la force qui tend la corde, en fait. Ici, la vitesse de propagation, elle dépend du milieu. En fait. Elle dépend en fait de plusieurs paramètres qui sont liés au milieu qui est traversé par l'onde sonore. Ça dépend en particulier de la pression du milieu, de la température, de sa composition, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qu'il faut juste retenir, sans évidemment savoir par cœur, hein, vous savez qu'avec moi, il n'y a pas besoin d'apprendre des valeurs par cœur, ni même des formules, c'est que dans l'air, le son se déplace à 340 mètres par seconde. Donc une vitesse, ça veut dire en gros, il peut faire 1 km en 3 secondes. Hein, donc c'est évidemment par rapport à la vitesse d'un être humain, c'est relativement grand, mais par rapport à la vitesse d'un avion, il y a des avions qui dépassent cette vitesse du son. Dans l'eau, la vitesse, elle est beaucoup plus grande. Hein, elle est, je dirais, 4-5 fois plus grande, puisqu'elle est de 1500 mètres par seconde. Donc ça vient du fait que l'eau est un liquide, donc les couches de liquide sont beaucoup plus compactes, on va dire. Hein. Il y a une densité plus grande, elles sont plus compactes les unes proches des autres. Donc quand il y en a une qui vibre, eh bien, elle va faire vibrer les autres successivement de manière plus rapide, on va dire, d'où une propagation du son plus élevée. Et puis dans un solide, comme par exemple l'acier ici, c'est encore plus élevé puisque vous voyez que la vitesse du son elle est de 5900, c'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas exact pile poil, mais c'est un ordre de grandeur de l'ordre de 5900 mètres par seconde, donc une très très rapide progression du son à l'intérieur de l'acier. Hein. Ça nous fait penser peut-être, je ne sais pas, à ces images par exemple de cow-boys qui veulent braquer un train et qui donc mettent l'oreille sur la voie de chemin de fer pour entendre un train qu'on n'arrive pas à entendre dans l'air, hein, on n'arrive pas encore à entendre le bruit du train parce qu'il est trop loin. Par contre, si on entend les vibrations qu'il engendre sur le rail en acier, alors à ce moment-là, on peut l'entendre. Et donc c'est comme ça que les cow-boys faisaient pour détecter si un train arrivait.